Bonsoir mes chers élèves. Bienvenue dans cette première séance pour le cours de SVT, donc première année sciences maths. Notre unité s'intitule Nature de l'information génétique et son mécanisme d'expression, le génie génétique. Pour le premier chapitre, c'est la nature de l'information génétique et son mécanisme d'expression. Si on observe les êtres vivants qui vivent autour de nous, on voit toujours qu'il y a une transmission des caractères, une transmission de plusieurs caractères des parents vers la descendance. Et cette transmission, bien sûr, elle est continue dans le temps, bien sûr, et dans l'espace. Donc, le problématique de notre premier chapitre, les individus appartenant à la même espèce présentent tous des caractères communs. Par exemple, si on prend l'être humain, ils présentent tous les mêmes caractères. Donc, la façon, par exemple, de parler, la façon de manger, physiologiquement, il y a bien sûr des caractères, une ressemblance entre les individus, mais si on compare par exemple deux espèces différentes, on observe qu'il y a bien sûr des différences entre les espèces. Cette diversité de caractères n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, la diversité des caractères qui présente chaque individu et les transmet des parents vers, bien sûr, la descendance, puisqu'il est transmis de génération à une autre. Donc, ces ensemble des caractères, on les appelle les caractères héréditaires. Donc, caractère héréditaire, pourquoi héréditaire? Parce qu'il est transmis des parents vers les enfants. Donc, ces caractères, là, bien sûr, lorsqu'on parle des caractères, ça veut dire qu'il y a une transmission des caractères, transmission bien sûr, d'un matériel qui est présent dans les cellules des êtres vivants, et ces informations, cette matériel, elle est transmise d'une génération à une autre. Lors de la division cellulaire, on obtient deux cellules. Par exemple, si on prend l'exemple d'une cellule, et la cellule mère, lorsqu'il se divise, il va donner bien sûr deux cellules filles qui se ressemblent à la cellule mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule, qui est la cellule mère, a transmis un ensemble d'informations, un matériel de la cellule mère vers bien sûr les deux cellules filles. Cet programme, cet matériel qui existe dans les cellules et qui est transmis d'une cellule à l'autre, on l'appelle bien sûr l'information génétique. Donc, lors de la division cellulaire, on obtient deux cellules filles semblables à la cellule mère. Donc, il s'agit d'une répartition égale de la matière. Bien sûr, pour qu'on obtienne deux cellules filles à partir d'une cellule mère, et là, l'information génétique qui existe dans la cellule mère, ils doivent être divisés ou répartis sur les deux cellules filles pour donner deux cellules qui ressemblent à 100% à la cellule mère. Cette information, cet matériel, on l'appelle l'information génétique. Donc, l'information génétique. Donc, pour notre cours, on va poser plusieurs questions. Donc, la première question qui se pose, où se localise l'information génétique? Donc, cette information génétique qui existe dans les cellules et qui est transmise aux cellules filles, où il est localisé? Est-ce qu'il est localisé dans la membrane? Est-ce qu'il est localisé dans le noyau, dans le paroi? On ne sait pas exactement, donc jusqu'au ici, où il est localisé. Donc la première question, c'est quelle est la localisation de l'information génétique au niveau cellulaire? La deuxième des choses, c'est quel est le phénomène qui permet la transmission de cette information génétique. Donc, comment se fait la transmission, bien sûr, et la conservation de l'information des cellules à l'autre? Quelle est la nature chimique de l'information génétique?
quel est le mécanisme de l'expression de l'information génétique. Il n'y a pas d'information génétique qui existe dans les cellules. Quelle est sa nature? Est-ce qu'il s'agit des protéines, des ARN, des ADN, des glucides? On ne sait pas, bien sûr, c'est quoi cette origine. On va essayer, bien sûr, durant notre cours, de vérifier la nature de cette information génétique. Bien sûr, en se basant sur plusieurs expériences qui ont été élaborées par plusieurs chercheurs. Quel est le mécanisme de l'expression de l'information génétique? Lorsqu'on parle de mécanisme d'expression, par exemple, l'information génétique est transmise d'une cellule à l'autre, par exemple, si on prend l'exemple de la synthèse de l'insuline, si une cellule va se diviser et il a comme caractère la fabrication, la production de l'insuline, les deux cellules filles ils seront semblables à la cellule mère, donc ils peuvent synthétiser l'insuline. Donc la synthèse de l'insuline, on peut la considérer comme un caractère. Donc comment on va passer de l'information génétique à des caractères qui vont être, bien sûr, qui vont être exprimés par les cellules. Donc là, il y a une étape qui permet l'expression de l'information génétique. On parle ici de l'information, de l'expression de l'information génétique. Donc, on a les 4 axes qu'on va voir durant notre chapitre, bien sûr, qui est l'information génétique, la nature et son mécanisme d'expression. Donc, la première étape, on va la commencer par la première activité. Donc, la première activité, il va nous permettre de localiser l'information génétique dans la cellule. On va commencer par la localisation dans des cellules, dans des êtres vivants unicellulaires. Et l'expérience la plus célèbre, c'est l'expérience qu'on a effectuée sur les acétabulaires, l'acétabularia, qui est bien sûr un algue unicellulaire. Donc, lorsqu'on dit unicellulaire, ça veut dire qu'il est composé d'une seule cellule. Donc là, on voit la figure dans le document 1. Vous voyez qu'il est formé par 3 parties. Donc les 3 parties de cette, bien sûr, acétabulaire. Donc on a le chapeau, bien sûr, le pédicule. Alors on appelle aussi le résoïde. On a, c'est le noyau. Donc les pédicules, le chapeau et les résoïdes. Les résoïdes, ce sont pas des racines, puisqu'ils ne vont pas assurer l'absorption bien sûr, de l'eau et des sels minéraux, mais ils vont assurer l'attachement des algues à des supports, sur quel que soit par exemple des roches ou des troncs d'arbres, etc., ou du sol. Donc l'acétabulaire, bien sûr, est une algue unicellulaire marine qui peut atteindre une taille de 8 cm. Donc elle est de petite taille, comme montre la photo dans la figure A. Donc on distingue deux espèces qui diffèrent par la forme de leur chapeau, l'acétabularia méditerranéen et l'acétabularia crenolata. Donc là, la différence, ça se voit clairement. Donc là, le chapeau, il est creneletté, ça veut dire qu'il présente pas des dents, des petites dents, il est denté. Par contre, l'acétabularia méditerranéen, le chapeau, il est à peu près circulaire. Donc, l'algue, bien sûr, les chercheurs ils ont fait des expériences sur cette algue. L'expérience, c'est la Hammerling, qui est bien sûr un chercheur qui a fait ces expériences. Donc, la première expérience, c'est l'expérience de section de régénération. Alors on fait quoi? On fait des coupes, des sections à différents endroits de l'algue. Là, comme vous voyez là, c'est la section 1. L'algue est coupée en 3 parties. On laisse quelques jours. Donc après quelques jours, on distingue que le chapeau est, bien sûr, il va avoir un flétrissement, la mort de la partie 1. La mort et le flétrissement de la partie 2. Par contre, la partie 3, il va régénérer un nouveau algue qui a le même chapeau. On les voit bien sûr, le chapeau
circulaire. Donc là, résultat là, le fragment anucléé. Donc les fragments qui ne présentent pas, lorsqu'on dit anucléé, ça veut dire qu'ils ne présentent pas de noyau. Et les fragments, bien sûr, c'est une seule cellule. Il y a cellule fait le noyau, c'est le cytoplasme. Donc c'est le cytoplasme. Donc la partie qui ne présente pas des noyaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire anucléé, ils vont dégénérer, comme vous voyez là. Alors que la partie qui est nucléée, il va régénérer un nouveau algue, il reste vivant et régénère la partie cytoplasmique perdue. Donc on voit le résultat de la première expérience. L'expérience 2, c'est l'expérience de greffe croisée chez l'acétabulaire. Donc on a fait quoi ici? Donc on présente là le document 3, l'expérience de greffe croisée de noyaux entre deux espèces d'acétobulaires différents. Là on va utiliser deux espèces de l'acétobularia. L'acétobularia méditerranéen et l'acétobularia chronolata. Alors on fait quoi? On prend le noyau de cette acétobularia et on va la greffer dans la section de cette acétobularia et le contraire pour le deuxième noyau. Alors là, c'est le noyau de l'acétobularia méditerranéen. Par contre, là, c'est le noyau de l'acétobularia chronolata. Le fragment, le pédicule, c'est de l'acétobularia méditerranéen. Par contre, là, c'est le pédicule de l'acétobularia chronolata. Lorsqu'ils vont, bien sûr, régénérer des nouveaux algues, on voit là, il est bien clair que le chapeau, là, c'est le chapeau de acétobularia méditerranéen. Par contre, là, c'est un chapeau qui est chronoloté. Ça veut dire que le chapeau de l'acétobularia chronolata. Il y a la forme de chapeau, qui est le caractère, il suit le noyau. Et c'est le noyau qui est responsable de la forme du chapeau, soit chronoloté, soit circulaire. Donc les deux pieds nucléaires régénèrent la partie manquante. Ça veut dire quoi la régénération? Ça veut dire que le noyau, là, il est bien clair que le noyau il est indispensable pour que le fragment de l'acétobularia régénère. Là, c'est pas régénère, mais il va se développer. Il est indispensable. Et là, il est bien clair aussi que le noyau, là, le chapeau, il suit la forme du noyau. Il suit le noyau. Donc, il va suivre la nature du noyau. Donc là, comme résultat, les deux pieds nucléés, ça veut dire qu'ils présentent du noyau, régénèrent la partie manquante de l'algue avec une forme de chapeau correspondante à la plante d'où parvient le noyau. Donc, c'est l'expérience 2. Donc, à l'expérience, la petite conclusion que le noyau, il est indispensable à la vie des algues pour que l'algue va se développer et donner un nouveau algue. Le noyau, il est très important. Il est important pour le développement et même pour la vie de l'algue. Alors, comme conclusion, le noyau est nécessaire au maintien de la vie d'une cellule. Il est responsable de la régénération des parties cytoplasmiques perdues et de la détermination de la forme du chapeau de l'algue. Donc, comme déduction en conclusion, donc le noyau renferme. Donc, puisque le noyau a donné le caractère, le caractère, la forme, le noyau, le chapeau, le caractère, la forme du chapeau, il a suivi le noyau. Donc, le noyau, il est responsable de la forme du chapeau. Donc, le noyau renferme l'information génétique qui permet à la partie nucléée de régénérer la totalité de la plante après son sectionnement. Cette information peut être transmise à une autre cellule par le transfert du noyau. Donc, il y a la conclusion. Donc, on a écrit le noyau, il renferme, c'est le lieu où se localise l'information génétique. Et même le noyau, il est indispensable à la vie des cellules et des êtres vivants. Et même c'est le noyau qui est responsable à la transmission des caractères héréditaires. Donc, caractères héréditaires. Donc, ce sont des
Il y a des expériences qui ont été faites sur des êtres vivants unicellulaires. Maintenant, on va passer à une autre expérience qui est l'expérience de Gurdon. Gurdon a fait des expériences. Donc, Gurdon a fait des expériences sur un être vivant qui est pluricellulaire, qui est bien sûr un AR, c'est le xénope. Donc, on a pris un xénope vert, on a pris les ovules d'un xénope vert qui présente bien sûr du noyau. Et on a éradié, on a bien sûr émis à une irradiation de l'ovule pour enlever le noyau. Donc, on a une ovule sans noyau. On a pris le noyau d'un autre xénope, d'un tétard, le xénope, tétard, l'intestin le noyau. Donc, on a l'ovule le xénope vert. Par contre, le noyau, un tétard, c'est un albinos, c'est un xénope albinos, ça veut dire qu'il est incolore. Normalement, c'est une ovule de xénope vert. Lorsque l'ovule va se développer pour donner un nouveau individu, un nouveau xénope. Comme vous observez là, le xénope, il est de couleur, il est incolore, à ce qu'on appelle albinos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que le noyau qui a donné, c'est le noyau qui a donné la couleur à cette xénope. Donc là, nous récapituler les grandes étapes de l'expérience et noter ses résultats, indiquer quelle partie de la cellule commande la couleur brune du vert. Donc l'étape le prélèvement d'un ovule de xénope vert, destruction du noyau de l'ovule. Troisième étape, l'insertion du noyau d'une cellule intestinale du xénope albinos dans l'ovule anucléaire. Le noyau de l'insertion. Puis le développement des embryons obtenus. On a obtenu bien sûr 30 xénopes albinos. Malgré que cet œuf, il provient d'un xénope vert, mais il a donné des individus, des xénopes albinos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau qui est responsable des caractères, de la couleur des xénopes. Indiquer quelle est la partie de la cellule, bien sûr, la fabrication de l'homme. Donc le noyau commande la fabrication des molécules vertes, car les descendants possèdent les caractéristiques physiques du xénope albinos qui a fourni le noyau. Alors pour conclure, donc la conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que le noyau contient l'information génétique qui contrôle l'expression des caractères chez le xénope. Et comme à partir des deux expériences, l'acétobulaire ou xénope, on peut bien sûr déduire, on peut conclure que l'information génétique est localisée dans le noyau et qui est responsable de la transmission des caractères héréditaires. Donc l'observation des différentes activités cellulaires conservées de génération en génération permet de supposer que ces activités reposent sur une information génétique transmissible. En effet, seule l'information génétique est transmise de génération en génération. Donc le programme génétique est localisé dans le noyau des cellules. Il correspond à l'ensemble des informations génétiques qui déterminent les caractères héréditaires.